de l'innovation entre la ville et l'hôpital. Elle représentera également le docteur Muriel Salles de l'Université de Lyon, plus sciences sociales, philosophe, etc., donc dans des domaines un peu différents. Mathieu Estival, qui est du GCS Sarah, que vous connaissez peut-être ou certainement si vous êtes dans les centres de référence. Le docteur Anne Ledoyen du CHU de Grenoble. Le docteur Vincent Berger, super, déjà là, pour la DAC Sud-Isère. Et Madame Alice Moiti, parent partenaire. Voilà. Donc, on va débuter tranquillement cette table ronde sur l'innovation entre la ville et l'hôpital. Vous pouvez largement vous asseoir, hein, surtout. Et on va vous faire passer un micro. Donc, ça va se dérouler de la façon qui suit. Chacun va présenter un petit peu pendant 5 minutes ce qu'il fait ou pourquoi il est là, pourquoi il est à cette table ronde et quel est l'apport ou peut-être les choses qui manquent dans l'innovation entre la ville et l'hôpital, ce dont on a besoin, vers quelles innovations on devrait aller ou ce qu'on a déjà et qui peut nous aider. Et on va commencer par Nawel Bakri. C'est moi qui ouvre. Vous êtes dans l'ordre. C'est ça. Merci pour cette invitation qui me touche beaucoup parce que c'est vrai qu'on est là dans une structure et dans un événement qui est très porteur de sens pour moi. Donc, je représente effectivement à la fois, je porte ma parole, mais également celle de Muriel Salles, qui est sociologue. Et en fait, ce qui nous a rassemblés, Muriel et moi, c'est un projet au centre duquel nous souhaitions mettre les médecins généralistes. Moi, je suis médecin hospitalier et dans ma pratique, j'ai été confrontée à l'errance médicale avec la difficulté qui est la suivante, c'est que passer on va dire une certaine fenêtre d'intervention, et ben en fait, on se retrouvait dans des situations où on ne pouvait plus faire grand-chose pour les patients et pour leurs proches. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'errance diagnostique. Et je me suis rendu compte petit à petit, parce que moi, je travaille dans un service de médecine adulte, que cette errance diagnostique et les maladies rares, elles concernaient d'abord les enfants, pour dans 80% des situations. Et que ces enfants, en fait, ils étaient, pour la plupart d'entre eux, sur le territoire national, suivis par des médecins généralistes, à près de 80% également. Et je pense que ce chiffre, il est amené à augmenter puisque la population des pédiatres en ville va diminuant. Et on s'est rendu compte, en détricotant petit à petit en fait les mécanismes de l'errance diagnostique, c'est des sujets qui étaient complètement nouveaux pour nous, que le sujet était effectivement très complexe et qu'il ne tenait pas seulement aux structures médicales, mais qu'il y avait des choses qui se jouaient en ville, au centre desquelles on trouvait les médecins généralistes, et que le nœud du problème, ou en tout cas, pour le dire de façon plus positive, parce qu'en fait c'est notre position, que le levier d'action pour diminuer le taux d'errance diagnostique et pour réduire cette errance diagnostique, c'est encore 4 ans pour 25% des enfants. Donc c'est pas du tout périphérique, que c'était les médecins généralistes qu'on devait outiller. Et en fait, la dernière évaluation du plan national de maladies rares, qui a été faite par le Haut Conseil à la santé publique, rejoignait ce que nous on pressentait, c'est-à-dire qu'il faut outiller les médecins généralistes. Et pour ça, on a monté un consortium. Et autour de la table, il y a des acteurs de valeur. Il y a les hospices civils de Lyon avec les spécialistes médicaux et différentes filières maladies rares. Il y a INRIA, qui est Institut national de recherche en informatique et en automatisme, qui vient travailler sur la partie intelligence artificielle. Il y a R2D, qui est une société qu'on a créée avec la maman d'un enfant qui est décédé maintenant. Et cette société a pour vocation simplement de rechercher des fonds pour permettre au projet de se poursuivre dans la durée. Et puis, il y a également des médecins généralistes avec l'Inter-CPTS du Rhône et puis de façon plus étroite, la CPTS, je pense que vous connaissez cet acronyme, c'est la communauté de professionnels du territoire dans laquelle on trouve des médecins généralistes, mais pas que, également des infirmières, des paramédicaux. Et l'idée, c'était d'abord de comprendre en fait pourquoi est-ce que le terme de maladie rare ne leur parlait pas. Parce qu'en fait, tous autant que nous sommes autour, j'allais dire, de cette grande table, je pense que je ne sais pas s'il y a beaucoup de médecins généralistes dans l'Assemblée, mais on a une vision très spécialiste en fait de la maladie rare.
Or, on s'est rendu compte que les médecins généralistes, eux, n'étaient pas confrontés à cette catégorie de maladies rares et qu'ils n'y pensaient pas nécessairement, simplement parce que le raisonnement même, la façon dont ils raisonnent, c'est un raisonnement qui permet de diagnostiquer, ou en tout cas de prendre en charge des maladies plutôt fréquentes, qui ont un raisonnement probabiliste. Et ce à quoi eux étaient confrontés, c'était plutôt des tableaux atypiques. Et lors de nos entretiens avec les médecins généralistes, on s'est rendu compte que le terme même de maladie rare, d'une certaine façon, était très bloquant, parce que pour eux, ça évoquait d'abord une prise en charge spécialisée, c'est qu'en fait, nous, ça ne nous concerne pas. C'est une prise en charge qui doit être hospitalière. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est structuré. On travaille maintenant depuis 2 ans autour de ce projet. Et on a franchi pas mal d'étapes. Je vous parlerai peut-être un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Et on peut passer la main sans... Donc, on prendra... gardez bien vos questions en tête parce qu'il y en aura certainement à l'issue de toutes ces présentations pour la suite de la discussion sur ces sujets-là. Là, on va enchaîner avec le GCS SARA. Alors, vous allez nous dire ce que c'est que le GCS SARA déjà. Et puis ensuite, un petit peu, justement, comment on peut répondre à certaines de ces problématiques. Bien, déjà, bonjour et merci pour l'invitation aussi. Donc, je vais essayer de représenter mon directeur qui s'appelle Bertrand Pelé, qui a beaucoup travaillé avec les maladies de la plateforme. Et moi, je vais aussi appuyer un petit peu la construction de l'édifice avec lui. Donc, le GCS SARA, qu'est-ce que c'est? C'est mon CISRA, pour aller plus simple. Je pense que c'est peut-être l'élément commun que tout le monde connaît. GCS SARA, c'est 20 ans, on va fêter nos 20 ans en juin, ça fait 20 ans qu'on essaie d'aider les acteurs de santé à fluidifier les échanges de données de santé entre acteurs pour les prises en charge. C'est donc effectivement mon CISRA, un logiciel de messagerie sécurisée qui est couplé avec d'autres suites logicielles qui permettent de suivre le parcours du patient. Le DAC d'Isère, par exemple, utilise bien notre outil des patients et qui permet de faire de la coordination autour de prises en charge communes entre plusieurs acteurs qui n'appartiennent pas à la même structure. Donc ça, c'est pour aller vite. Je ne vais pas m'étendre sur tous les sujets. On a d'autres actions aussi sur mon espace santé. Et donc, du coup, on est un petit peu au carrefour de tous les acteurs de santé dans nos actions. Donc, le lien avec les maladies rares, pour nous, effectivement, c'est un des acteurs pour lesquels il y a besoin de coordination, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour cette table ronde, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui, finalement, en quoi le GCS SARA peut contribuer à vos innovations, parce que finalement, c'est quand même des innovations qui viennent du monde de la santé. En quoi on peut surtout aider les professionnels de santé de par nos outils à accélérer la vitesse de diagnostic des patients sur des tableaux atypiques. Du coup, je vais reprendre la question. Et donc à cela, on avait 2 réponses principales à donner. Donc je vais les énoncer. Donc, la première, c'est ce qu'on est en capacité de faire tout de suite, là, maintenant, en faisant un focus bien sur un outil particulier qu'on met à disposition. Et ensuite, on va voir la perspective qu'on construit notamment avec la plateforme, avec vous, et les perspectives qu'on souhaiterait donner à nos actions pour vous aider à contribuer à ces innovations. Pour entrer dans le vif du sujet, qui est tout de suite implantable et qu'on pense qui est utile pour les médecins généralistes, pour les médecins spécialistes, pour les acteurs de santé, c'est d'avoir accès finalement à des recours facilement identifiables pour pouvoir poser leurs questions sur une prise en charge qu'ils ont à faire et pouvoir donc avoir un avis de spécialiste d'un centre de ressources. Donc là, on va parler de ce qu'on appelle la téléexpertise. C'est un module qui est à l'intérieur de mon CISRA, peut-être que vous êtes plusieurs déjà à le connaître. Aujourd'hui, on est fiers parce qu'on vient de dépasser les 10 000 demandes d'avis mensuelles le mois dernier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien implanté sur le territoire et que les médecins généralistes et la médecine de ville s'est déjà approprié cet outil et donc a l'habitude de pouvoir aller naviguer sur cet annuaire d'offres de recours. Et donc, on a plusieurs. Je vous invite à taper le mot rare. Par exemple, à l'intérieur de l'annuaire des ressources de téléexpertise, vous verrez, il y a déjà pas mal de centres de ressources qui sont implantés. On invite tous ceux qui souhaitent apparaître aussi à se rapprocher de nous. On a des équipes d'accompagnement qui sont là pour vous aider, notamment à bien vous faire référencer.
Et c'est là le petit lien qu'on va faire, c'est-à-dire que finalement la difficulté pour les centres de ressources, c'est vraiment d'être bien identifié. Donc on a des solutions pour pouvoir vous aider à être sur la base de mots-clés, à être bien identifié. Il y a un autre axe sur lequel on travaille, notamment avec Soleil, de faire en sorte qu'on puisse faire une plateforme sur laquelle on a un doute sur un tableau atypique. Donc on se dirige vers cette plateforme et on présente ce tableau atypique, et c'est cette plateforme-là qui pourrait aider à au moins affiner quel centre de ressources pourrait aider. Donc c'est un petit peu la direction. Pour l'instant, ça n'existe pas. On est en train de voir comment construire, mais c'est vraiment à venir. Et donc du coup, ça permettra d'offrir une possibilité pour l'acteur de premier recours, si on l'appelle comme ça très rapidement, à pouvoir inscrire son patient dans un parcours de prise en charge. Mais ça veut dire qu'il a déjà été identifié, c'est-à-dire que déjà notre professionnel de santé a eu la puce à l'oreille, se dire tiens, il y a un tableau atypique, il faut aller demander un avis complémentaire. Et c'est là où on arrive à la deuxième réponse par rapport à cette question, comment on peut accélérer. Et là, on a vraiment une volonté commune de travailler ensemble pour essayer de profiter de toutes les données auxquelles on peut accéder, de pouvoir les traiter, essayer de faire un petit signal. Alors, on n'a aucune idée de comment ça va passer. On n'a aucune idée de comment ça peut se concrétiser. En tout cas, c'est vraiment la direction vers laquelle on veut aller, c'est-à-dire de pouvoir se dire, dans des logiciels de cabinet, dans des systèmes d'information, dans nos propres systèmes d'information d'échange et de partage, il y a des petits mots-clés qui peuvent apparaître, qui peuvent donner la puce à l'oreille. Et l'idée, c'est qu'on arrive, qu'il y ait cette expertise qui soit faite sur ces mots-clés, finalement, et qu'à la partir d'un mot-clé, nous, on puisse faire un petit tilt. Alors, j'ai aucune idée de comment sera ce tilt auprès de quelqu'un qui prendra en charge le patient. C'est vraiment quelque chose qu'on construire. Mais en tout cas, ce qu'on voulait simplement vous dire aujourd'hui, c'est qu'on part dans cette direction. Est-ce qu'on en reparler ? Voilà. Merci beaucoup. On enchaîne directement avec Anne Ledoyen. Oui, bonjour Anne Ledoyen. Je vous remercie également pour l'invitation. Je suis médecin polyvalent et j'ai repris la responsabilité de l'HAD de Grenoble. C'est une HAD de CHU depuis 1 an maintenant. Alors, je voulais vous parler HAD. HAD, c'est hospitalisation à domicile. Donc, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est à la maison, mais on est quand même hospitalisé. Alors, HAD ne veut pas dire hôpital à domicile, parce que si j'appuie sur la sonnette, il n'y a pas d'infirmière. On est à la maison, on repose sur les professionnels libéraux, comme d'habitude quand on est à la maison, mais on a un service en soutien de coordination et de prise en charge, en gros, de tout ce qui est habituellement pris en charge par la CPAM, c'est-à-dire les traitements, matériel médical, les professionnels libéraux. Et ça permet 2 types de prise en charge. Des prises en charge complètes, en hospitalisation complète, pour des prises en charge complexes qui ont besoin de coordination des soins. Et un autre mode de prise en charge un peu particulière, c'est l'hospitalisation à domicile à la journée, quand la personne a besoin de traitement hospitalier un jour. Ce jour, il peut être tous les 15 jours, il peut être tous les mois, mais ce jour-là, la personne est en HAD, le lendemain, il n'est plus hospitalisé. C'est un peu l'équivalent en intra-hospitalier de l'hôpital de jour. Mais ça se fait à la maison. Donc, quand il y a des contraintes, par exemple, de déplacement, des difficultés de déplacement, où c'est plus simple que les professionnels viennent à domicile réaliser des soins. Donc, là, il y a un véritable avantage à être en hospitalisation à domicile. L'hospitalisation à domicile, il faut avoir des motifs de prise en charge d'hospitalisation à domicile. La première qui me vient en tête quand on parle de maladies rares, c'est les traitements à réserve hospitalière. Ces traitements qui ne peuvent être délivrés que par la pharmacie hospitalière à un service d'hospitalisation. Cela, vous ne pouvez pas aller les chercher en pharmacie d'officine. Donc, dans ces cas-là, habituellement, soit vous êtes hospitalisé dans un service, soit vous venez en hôpital de jour. Là, on doit pouvoir faire à la maison. Et dans les prises en charge plus complexes, qui nécessitent des soins
multiples à domicile, mais tous les jours. C'est une hospitalisation complète en HAD. Par exemple, j'ai besoin d'un traitement intraveineux anti-infectieux et j'ai une nutrition entérale, c'est un support nutritionnel. On a une sonde, la sonde, elle peut passer par le nez, elle peut passer directement par l'estomac et l'alimentation passe par cette sonde-là. Quand il y a des soins complexes comme ça, ça justifie d'une hospitalisation à domicile avec un service qui coordonne, qui est joignable 24/24, 7/7 en cas de souci, qui évite en cas de souci le recours aux urgences, parce qu'on sait que les urgences sont débordées. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais vous présenter l'hospitalisation à domicile. Super, merci beaucoup. Et puis on enchaîne avec le docteur Claire Vintemberger. Je suis comme chez lui normalement. Donc Claire Vintemberger, merci beaucoup de m'avoir convié. Merci Laurence notamment, que je connais bien, puisque pour me présenter, je suis médecin interniste de formation. Alors plutôt la partie polyvalente de la médecine interne, les maladies rares n'ont jamais été finalement mon appétence, mais plutôt le côté polyvalent. Mais finalement, ça fait partie de notre spectre de formation et de notre intérêt. Et j'ai travaillé sur la question plutôt de post-urgence et des urgences et en étant assez impactée sur les loupés de parcours. Et donc, du coup, j'ai souhaité travailler plus précisément sur la notion de parcours de soins. Et actuellement, je travaille à mi-temps en dispositif d'appui à la coordination, en ISER, donc l'acronyme DAC, et à mi-temps à l'Agence nationale d'appui à la performance, donc qui est une agence nationale qui est basée sur Paris et qui fait du conseil en organisation et du conseil d'expertise en organisation des établissements de santé au sens sanitaire, mais également médico-social, au sens assez large. Et je continue à faire quelques gardes dans une structure d'urgence également. Moi, quand on m'a posé la question de cette table ronde, les innovations dans le lien ville-hôpital au service des maladies rares, j'ai eu 2 niveaux de réponse spontanée. À la fois que nous, au DAC, on a une certaine spécialisation sur la complexité sans qu'elle soit liée à une pathologie précise et sans qu'elle soit bien définie, parce que les personnes qui ont essayé de définir la complexité se sont perdues et se perdent encore. Voilà. Et en fait, c'est la complexité ressentie par la personne qui nous sollicite. Et en fait, je me suis rendu compte finalement cette complexité, la rareté ou le atypique de la pathologie ou du cadre clinique, une des composantes de cette complexité, un des facteurs qui pouvait contribuer à la complexité, à la fragilité du parcours, mais pas forcément le prépondérant. On peut avoir des situations très complexes avec des maladies très communes, et on pouvait avoir des situations finalement pas si complexes que ça, donc du coup qui ne revenaient pas trop vers nous, avec des pathologies très rares. L'autre point, c'est que finalement, nous, dans notre point de vue de complexité, on a l'impression qu'on est plutôt à identifier les enjeux qui sont liés aux innovations plutôt que les innovations elles-mêmes. Finalement, il y a pour nous quelque chose qui se ressent beaucoup dans la complexité qui nous est apportée, c'est que finalement le virage ambulatoire global du système de santé fait que du coup le besoin de coordination entre ce qui se passait il y a, mettons, 15 ans, 20 ans, je suis entre 2 âges, donc du coup, quand j'étais petite externe, il y avait ces séjours hospitaliers qui pouvaient se prolonger, et du coup, la coordination était faite pendant le séjour hospitalier. Et là, en fait, la coordination, elle est présumée être faite en dehors du séjour hospitalier. Sauf que, il n'y a pas forcément quelqu'un qui va pouvoir coordonner, et le médecin traitant, il est en difficulté pour ça, à la fois parce qu'il n'a pas forcément le temps, et dans le contexte des maladies à présentation atypiques, tableau atypique, maladies rares, comme vous le disiez, c'est que finalement, il n'est pas sachant que ça. Et puis, il se retrouve souvent, en plus, complètement délaissé de ça, parce que pas forcément identifié par les patients ou les personnes concernées comme étant la personne qui peut coordonner leur parcours. Et puis, en plus, lui, très vite, démuni, parce qu'il connaît moins bien la pathologie, puis surtout, il a beaucoup moins accès à l'information de ce qui s'est passé pour lui, parce que tout est dans la boîte de Easily ici, mais du DPI, du système d'information hospitalier. Et en fait, rien n'est visible
par médecin traitant. Et alors, quand je vous parle des infirmières, des aides à domicile et tout, encore moins. Donc, il y a vraiment un gros enjeu de pouvoir partager l'information ensemble et puis pouvoir après, derrière, bien la restituer à toute l'équipe de soins primaires qu'il y a autour. Et finalement, nous, on intervient quelquefois en rouage, en fait, pour huiler ces rouages-là, mais on se rend compte que finalement, la complexité, elle est aussi liée au fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont présumées faites en ville et qui sont pas, où il n'y a pas forcément les outils pour le faire. Voilà. Super, merci beaucoup. Et puis, on va terminer avec Alice Moiti, du coup, un parent partenaire. Bonjour, alors je suis maman de 3 enfants, dont Sacha qui est polyhandicapé et malvoyant suite à une mutation génétique rare au monde. C'est les 3 seuls cas au monde qui étaient cités tout à l'heure. Je suis aussi chargée de mission en père aidance à CESAP, donc un centre d'études sur le polyhandicap en Île-de-France, et patients partenaires, parents partenaires, HCL de Lyon et de Lille. Je développe vraiment ce savoir expérientiel pour compléter le savoir des professionnels, que ce soit du sanitaire et du médico-social, parce que je pense que la finesse de la connaissance des parents, des patients eux-mêmes est vraiment à prendre en compte. Toujours plus. Quand on parle d'innovation ville-hôpital, pour les familles, l'innovation ne se mesure pas à la technologie, mais à la fluidité du parcours et à la capacité des acteurs à travailler ensemble. On a énormément de médecins, que ce soit à Grenoble, que ce soit à Lyon, que ce soit à Chambéry, qui suivent Sacha, mais chacun s'occupe d'une partie du corps sans forcément communiquer avec l'autre. Et du coup, c'est vraiment aux familles d'être porte-parole avec ce qu'on est en capacité de comprendre, ce qu'on est en capacité d'entendre en fonction de nos émotions et du choc de l'annonce. Donc vraiment, dans l'innovation, c'est ça, on a beau créer tous les outils possibles. Le maître mot, c'est faire ensemble, communiquer ensemble. Et l'idée, c'est de ne pas faire pour les patients et leurs aidants, c'est de faire avec. Je pense que quand on co-construit, on l'a vu ce matin, quand on intègre la personne concernée et qu'on la rend acteur de son parcours, on est vraiment sur quelque chose de très engageant et la personne s'engage dans son propre parcours. Et s'il n'a pas les capacités, soit cognitives, soit intellectuelles, soit médicales, eh ben on s'adresse aux parents, aux aidants et on fait avec eux, puisque c'est vrai qu'on atterrit quand même dans quelque chose de très sombre. On nous tend la main, on ne comprend pas forcément ce qui est dit, parce que le charabia médical est très complexe et il faut faire confiance à des médecins qui ne communiquent pas forcément entre eux et nos actes à nous ont des conséquences vitales sur nos enfants. Donc si on ne comprend pas ce qu'il en est, voilà un peu avec quoi on avance dans un flou assez conséquent. L'innovation pour nous, c'est donc d'abord d'éviter les ruptures de parcours et que chaque acteur sache ce qu'il fait. Je vais illustrer avec une problématique qu'on a eue il y a quelques temps, une scoliose dégénérative où on est avec un corset garchois, une 250 apnées par heure, donc une VNI à porter toute la nuit. On doit retirer la mentonnière, mais du coup la scoliose va évoluer. On ne peut pas mettre la VNI avec la mentonnière. Voilà, les 2 médecins insistent. On va faire du mieux possible, sachant que si on coche des cases, on en décoche d'autres. Voilà, la responsabilité, et est-ce qu'on est accompagné dans cette lourdeur et cette responsabilité? Pas forcément. Donc voilà, les professionnels se parlent entre eux, le parcours devient plus lisible et plus stable et beaucoup plus humain. On est sur un savoir expérientiel. Je pense que cette main tendue ou la personne qui est à côté de nous dans ce parcours peut être un professionnel, mais aussi développer la pérédance qui est complémentaire. Quelqu'un qui s'adresse en sachant, en ayant souffert, en s'étant relevé, peut être complémentaire à ce que les professionnels apportent. Et je pense que cette expertise-là, elle est vraiment à développer. Et on est sur une innovation qui fait ses preuves. Je travaille beaucoup avec des professionnels et on s'enrichit toujours les uns des autres parce qu'on a tous apporté. Merci beaucoup. On va attaquer les questions. Il y a déjà eu beaucoup de choses de dites et des pistes pour aller vers éventuellement des choses un peu plus structurées autour de l'innovation dans la ville et entre la ville et l'hôpital.
Est-ce qu'il y a quelques questions, quelques éléments à apporter aussi de votre côté, des choses que vous souhaiteriez d'emblée dire? Oui, Samira. Bonjour. Alors moi j'aurais une question sur l'hospitalisation à domicile donc en médecine interne. Comment est-ce que vous organisez pour est-ce que vous reposez sur des réseaux d'infirmières libérales? Est-ce que du coup ce sont des personnes qui sont détachées? Sur quel périmètre vous intervenez? Et est-ce que c'est lié juste à l'administration de traitement ou est-ce que l'hospitalisation à domicile elle peut être aussi sur d'autres types de soins? Les hospitalisations à domicile, elles sont sectorisées pour couvrir toute la France. Donc normalement, il n'y a pas de zone qui soit en zone blanche. Ça existait encore il y a quelques années, mais là, les ARS se sont mis ensemble. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de l'hospitalisation en blanc, mais l'HAD, c'est vraiment le lien entre les spécialistes et la ville. Nous, on est rattachés au CHU de Grenoble, mais d'autres HAD sont complètement indépendantes de tout centre hospitalier, de tout centre même privé, sont autonomes. Et il y a plusieurs modes de prise en charge. Il y a des HAD qui n'ont que des salariés, c'est-à-dire que tous les soins des patients sont réalisés par des professionnels salariés de l'établissement. Il y a des HAD qui sont exclusivement coordination et ne reposent que sur des professionnels libéraux en ville qui réalisent les soins. Et à l'HAD, c'est une coordination entre ces professionnels. Et il y a les HAD mixtes. Nous, dans le cadre de la reconstruction, pour l'instant, on est vraiment 100% coordination. L'objectif, c'est qu'on ait une part quand même d'infirmières salariées qui aillent au domicile, non pas pour réaliser les soins tous les jours, mais d'avoir un support présentiel. Là, quand un professionnel libéral a un souci, il nous appelle, on essaye par téléphone, on peut faire une visio. Si on n'y arrive pas, on passe sur l'astreinte. Mais pour l'instant, l'effectif fait que si je détache une infirmière qui part à Clel du plateau mathésin, je la revois plus pendant... Donc tout son travail va se reporter sur les autres et ça va exploser. Donc l'objectif vraiment en termes d'organisation, c'est quand même d'arriver à venir à domicile pour faire des soins mixtes et de faire du lien aussi effectivement au niveau médical. Ça, j'ai oublié tout à l'heure, mais moi dans mon quotidien, j'ai 6 rats ouverts, la messagerie de l'hôpital et en fait je fais les liens toute la journée. Alors, très souvent, sur les prises en charge très spécialisées, le premier lien que j'ai avec le médecin traitant, c'est on voit les foudres en me disant ça fait des années que je peux plus le suivre parce qu'il est suivi exclusivement par son médecin spécialiste. Et là, maintenant que les choses s'aggravent, c'est pour moi. On remet un peu tout le monde en lien, on est tous ensemble et on est tous ensemble autour du patient. Et il y avait la... Ah oui, et pour les modes de prise en charge, alors oui, il y a les traitements exclusivement hospitaliers, mais il y a la complexité de prise en charge. Donc, nous, on a changé du tout, on a fait un virage à 180 sur cette HAD, c'est qu'avant, il y avait une hyper-sélectivité de prise en charge. Alors, je ne sais pas, sur 10 demandes, il y en avait une qui était l'élu, et les autres, ils restaient sur le carreau. Là, c'est fini, on prend tout. À partir du moment où c'est complexe, on part du principe que c'est à nous de justifier et de valoriser le séjour, mais c'est pas au patient de justifier qu'il a besoin d'une HAD. Cette prise en charge, elle est complexe parce que la personne est complexe, parce que au niveau de l'entourage, il y a des discordances dans l'entourage, parce que c'est une commune où il y a très peu de professionnels. Parce que ce qui est fait en 3 fois par jour à l'hôpital, il va falloir faire en une seule fois. À partir du moment où la prise en charge elle est complexe, on justifiera, on arrivera à justifier, mais on prendra en charge la prise. Non, attends. Je voudrais juste rajouter que tout est possible en HAD. Les soins palliatifs, c'est quand même une grosse partie de l'activité de l'HAD. Donc l'idée, c'est qu'on puisse accompagner les fins de vie à la maison. La HAD de Grenoble, elle s'occupe de la pédiatrie, de la néonate, avec des sorties plus précoces grâce à nos amis pédiatres.
à l'encadrement des grossesses. Et c'est pas de l'HAD de médecine interne, hein, c'est de l'HAD pour toutes les spécialités. Il y a la chirurgie, les vagues. En fait, tout est possible, pratiquement. Là, vu la sélectivité qu'il y a eu avant, je crois que sur tout 2025, on n'a jamais refusé une demande d'admission en master. On part du principe que, alors, la demande, normalement, doit émaner du professionnel. Normalement, elle doit être médicale, mais on peut avoir des demandes de patients, des demandes d'entourage ou des demandes d'infirmières libérales. Dans ces cas-là, on se met en lien avec un ou deux médecins qui gravitent autour de la personne pour qu'il y ait quelqu'un qui nous valide la demande au niveau médical, vraiment dans les clous, et on prend en charge. Je profite qu'il y ait plein de visions devant moi au niveau du territoire pour vous questionner. Je viens d'un ancien temps où c'était les réseaux, donc réseau de soins avec des pathologies qui drivaient et du coup la patient ou le patient n'était plus au cœur de la dynamique, mais c'était son organe malade. Puis on a dit stop au réseau et maintenant c'est au territoire. Or, ce que l'on s'aperçoit, c'est que pour animer un territoire, il faut des acteurs clés. Et donc la question, c'est selon vous, quels sont les acteurs clés? Il y a des IPA, il y a les exhalés, mais qui est acteur? Je pense qu'il faut un chef d'orchestre sur les territoires. Et donc, selon vous, quels sont les chefs d'orchestre opérants? Merci beaucoup pour cette question. Est-ce que je peux, par contre, comme je n'étais pas présente ce matin, peut-être juste vous demander... Oui, bien sûr. Cathy Lérena. Oui, donc c'est bien ce qui me semblait que je vous reconnaissais, mais je voulais être sûre. Voilà. En effet, alors, on a eu beaucoup d'acronymes. Le système de santé français, par le nombre de dispositifs et de structures, contribue à mon sens quand même à la complexité. Du coup, en fait, je pense que l'une des choses qui est importante dans ce que vous avez dit, c'est que finalement, cette notion de réseau, filière, etc., a créé beaucoup de fil dans la raquette, mais beaucoup de trous dans la raquette. Donc, du coup, on va être plutôt sur des approches relativement systémiques actuellement. Du coup, c'est là où je rejoins vraiment bien cette notion de tableau atypique, etc., parce que finalement, dès qu'on s'est nommé, on a déjà fait les trois quarts. On a déjà, en tout cas, d'un point de vue raisonnement intellectuel, les filières de soins, trouver la filière de soins, on a déjà fait beaucoup. Et finalement, c'est comment on est dans un écosystème et comment finalement quelqu'un qui a une maladie rare, aussi l'une des innovations, c'est que fort heureusement pour tout le monde, il va avoir accès à des traitements, il va vieillir et donc du coup, il va aussi être comorbide. Et pas juste de sa maladie rare, et donc du coup, il va falloir prendre en compte le vieillissement de cette personne avec sa maladie rare, mais aussi avec les autres pathologies liées à l'avancée en âge, etc. Et donc là, c'est vrai qu'on a besoin d'une vision plus globale. Et c'est là les difficultés, c'est de l'approche systémique, et je vous rejoins, c'est que quelquefois, il n'y a pas forcément de chef d'orchestre. Souvent, dans la pathologie rare, finalement, ça va être, si elle est identifiée, ça va être le système hospitalier, parce que du coup, souvent, c'est là où il y a le savoir, l'expertise de la filière, mais on manque de chef d'orchestre, et clairement, le médecin traitant comme chef d'orchestre, on a atteint les limites de ce qu'il peut faire. On lui demande déjà beaucoup. Il y a peu de médecins. Est-ce que c'est réellement du temps médical? Voilà. Donc, nous, au niveau du DAC, on a une mission d'agir en subsidiarité, donc d'aider à faire et pas de faire. C'est pas simple. Et surtout, on ne peut pas prendre ce rôle de chef d'orchestre, mais on peut plutôt aller graisser les rouages. Voilà. Mais je vous rejoins complètement sur remarque. Juste avant de laisser la parole peut-être ici, ce chef d'orchestre, pour vous, finalement, c'est un chef d'orchestre de structure de coordination. On a vu sur l'HAD, sur plein de choses, sur plein d'endroits, qui permet de aussi structurer un petit peu le parcours de tout le monde, entre autres. Il y a deux niveaux de chef d'orchestre, finalement. Il y a celui du parcours patient lui-même et celui de cette multiplicité de structures. Je dirais qu'au-delà du parcours patient, on est sur du parcours de santé, voire parcours de vie, et donc du coup sur quelque chose où finalement le réel chef d'orchestre, c'est quand même la personne concernée. Hein, je vous rejoins. Mais par contre, dans ce pour que la personne concernée ou ses proches puissent être son propre chef d'orchestre, il a besoin de capacité à le faire et d'être en capacité à le faire. Et du coup, dans ce cadre-là,
et ben c'est pas simple parce qu'on lui offre une jungle en face, et donc du coup il va falloir des gens pour le guider dans sa capacité à exercer son action. Et la difficulté des réseaux, des dispositifs actuels, c'est que finalement on va peut-être enchaîner des choses, avoir chacun nos petites cases, même si on n'est plus dans un raisonnement de filière, on a chacun, nous on fait ça, pas toi, etc. Et surtout, on va pas être forcément pérenne, alors que la personne qui est en situation, qui a une maladie rare, bah là, de façon pérenne, elle, et donc du coup, on va plutôt intervenir à des moments ponctuels pour essayer de restaurer un équilibre de coordination, et puis éventuellement revenir de façon ponctuelle à certains moments, mais c'est pas si simple que ça, c'est pas la réponse parfaite non plus. Petit très vite. Je vais me permettre de rebondir sur la complexité et la rareté. Nous, le chef d'orchestre, après 9 ans, ça a été les soins palliatifs. Pas par rapport à une fin de vie, mais parce que la complexité était tellement importante pour les professionnels de l'établissement, pour nous, la famille, pour les médecins, qu'ils sont intervenus, et c'est aussi l'idée de désacraliser aussi les soins palliatifs sur, dès qu'il y a de la complexité, ils viennent coordonner, ils viennent accompagner. Et pour nous, ça a été vraiment une coordination très effective et où tout le monde a trouvé sa juste place. Et on n'a pas parlé de dernier souffle, mais on a tous repris notre souffle dans cet accompagnement. Peut-être en complément, je pense que ça redonne aussi du sens à ce qui est la notion de médecine polyvalente. C'est-à-dire que la médecine polyvalente, c'est pas la médecine par défaut, c'est la médecine aussi de la vision globale de la personne qu'on a en face, et aussi du coup aussi la capacité de se dire que toutes les maladies rares, elles ont des dénominateurs communs, elles ont cette errance diagnostique, elles ont ces nombreux acteurs qui vont raisonner par bout, mais c'est normal. Heureusement que le chirurgien qui va opérer très ponctuellement tel organe, il connaît bien cet organe. Mais si on pousse vers l'hyperspécialisation, il y a besoin de compétences de polyvalence. Et cette compétence de polyvalence, elle est importante. Et finalement, la maladie, il y en a 3 dans le monde, on ne va pas spécialiser quelqu'un à ça, mais par contre, on va peut-être trouver des gens dont la spécialité, ce sera de pouvoir prendre en compte cette globalité. Et moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on tende, y compris aussi vers les outils, c'est-à-dire des outils globaux et pas des outils de niche à chaque fois. Parce qu'en fait, plus on crée une niche, plus on va créer de trous. Je voulais juste vous apporter une autre vision aussi, parce que c'est que moi qui suis un médecin surspécialiste, on me demande de gérer plein d'autres choses parce qu'il n'y a pas localement la possibilité de. Donc c'est aussi dans ce sens-là. Et j'adorerais que les migrants de ce matin puissent avoir une vraie coordination de leurs soins et qui n'existe pas. Avant que tu n'attaques sur les outils, je vais laisser la main ici. Oui, non, c'était plutôt une remarque par rapport aux médecins généralistes. J'en ai fait l'expérience il y a quelques années. Le médecin généraliste est parti à la retraite, il n'a pas été remplacé. Et durant 4 ans, pratiquement, je me suis retrouvé sans médecin généraliste qui m'accepte en tant que nouveau patient parce que j'avais des maladies rares. Et il faudrait peut-être, en même temps que la découverte des maladies par les généralistes, dédiaboliser en quelque sorte le fait que si un patient a une maladie rare, il est suivi par un spécialiste dans une structure telle un CHU, un hôpital, une clinique, un autre établissement, mais qu'il a quand même besoin pour des infections de la vie courante. Voilà, c'était juste un témoignage. Merci pour votre témoignage, en fait, qui vient tout à fait éclairer, peut-être nourrir en partie la réponse à votre question. Pour ce qui est de la coordination, je pense qu'il y a deux grands domaines qui, à mon sens, me semblent distincts. C'est une fois qu'en fait le patient est pris en charge dans une filière maladie rare et que le diagnostic est posé
bien que le processus diagnostique est en cours et qu'il y ait une réelle prise en charge, là, il y a besoin d'une coordination, effectivement, et potentiellement d'améliorer l'intégration des médecins généralistes, parce que, comme vous dites, parfois, on a une maladie rare, mais on a un rhume, on a une maladie rare, mais on a une angine, on a besoin d'avoir, en fait, accès à ce médecin généraliste. Ensuite, il y a une grande catégorie de ce qu'on appelle l'errance diagnostique, qui est, en fait, cette catégorie de patients qui vont avoir des tableaux cliniques atypiques. Et là-dedans, il y a à la fois les maladies rares, mais à la fois les maladies fréquentes à présentation atypique. Et ceux-là, leur particularité, c'est qu'en fait, les médecins généralistes, eux, ne sont pas outillés, mais quand je parle d'outils, je ne parle pas forcément d'un outil informatique ou matériel. Je pense que dans leur raisonnement, ils ne sont pas outillés, en fait, pour en fait, faire le lien et les envoyer vers un centre de référence, que ce soit un centre de référence maladie rare ou la médecine interne. Et souvent, l'image que je prends, moi, c'est de dire que toutes ces filières qui finalement sont très vertueuses, parce qu'en fait, elles ont permis de structurer et de donner à la France en fait, un réseau qui est exemplaire au niveau européen et international, elles ont siloté par grande catégorie de maladies, en fait, l'ensemble de ces 7000 maladies. C'est comme si, par exemple, vous aviez mal au ventre et que vous arrivez en fait aux hospices ou à Grenoble, à l'hôpital ici, et qu'on vous dise, bon ben voilà, il n'y a plus de porte. Choisissez votre service de spécialité. J'ai mal au ventre, je ne sais pas en fait de quelle spécialité je relève. En fait, il manque une porte. Et en fait, nous, on pense que parfois, l'innovation entre dans le lien vie-hôpital, c'est une innovation qui commence d'abord par bien cerner le problème. Et c'est-à-dire de décaler le regard et de se décaler de notre regard hospitalier en se disant plaçons-nous du côté des médecins généralistes. Et encore une fois, je ne suis pas certaine qu'il y ait des médecins généralistes aujourd'hui dans cette assemblée, ce qui en soi est un signe en fait. C'est comme si en fait la question n'était pas pertinente pour eux. Plaçons-nous du côté des médecins généralistes. Et je pense qu'effectivement une porte qui peut être une porte virtuelle, de se dire j'ai une difficulté, être capable de les sensibiliser en leur disant si vous tournez trop autour d'un patient qui vous pose problème, voici la porte où vous pouvez soumettre votre dossier, ou bien faire en sorte qu'on puisse avoir une détection d'une certaine façon automatisée des parcours qui ont un pattern, un motif particulier, donc on se dit tiens, ça pourrait être une maladie rare, et faire en fait un tilt. Et il y a vraiment deux grandes catégories de patients. Ceux qui sont déjà rentrés dans le parcours et qui nécessitent une coordination, et là je vous rejoins, pour un chef d'orchestre, et puis ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le parcours et qui parfois, notamment en fait, parce qu'il y a un biais de genre qui est vraiment très important, puisque à partir de l'âge de 2-3 ans, en fait, le délai au diagnostic ne fait que croître pour atteindre de 8 ans de différence entre les garçons et les filles au moment de l'adolescence et des jeunes adultes. Donc, ce qui veut dire qu'il se passe des choses en fait en ville qui doivent être adressées, à mon sens, en venant outiller, en automatisant en fait la détection et à mon sens, la seule vraie façon, en tout cas la piste pour résoudre cette errance diagnostique, c'est vraiment de partir des besoins et de partir des usages des médecins généralistes. Or, en fait, et moi aussi je suis hospitalière, quand on est hospitalier, en fait, on projette nos catégories, on projette notre vision du problème sur la médecine de soins primaires. Donc, en réalité, on connaît finalement cette chose à côté d'eux pour voir comment ressemble leur travail. Je voulais juste intervenir pour rebondir sur ce que vous disiez, où je ne suis pas médecin généraliste, mais j'ai été directrice de CPTS, donc je travaillais beaucoup avec les médecins généralistes et puis coordinatrice d'un réseau de santé à l'époque, et puis voilà. Et du coup, effectivement, quand je suis partie de la CPTS et que j'ai rejoint depuis peu la filière déficience, donc qui est filière maladie rare neurodéveloppement, les médecins avec qui je travaillais, notamment il y avait aussi la présidente de l'Inter-CPTS du Rhône. Je suis bien en lien et on se disait on aura peut-être l'occasion de travailler ensemble. Et ils disaient la maladie rare, effectivement, on a déjà tellement de choses, on doit déjà connaître tellement de choses que c'est un peu voilà. Et je suis tout à fait d'accord. En fait, je pense qu'il y a effectivement ce truc où on se dit, en fait, pour toucher un peu les professionnels de santé vivent, et pour l'errance de diagnostic, peut-être plus partir sur un parcours de soins TND complexe de rare,
Voilà. Et essayer de travailler un petit peu en réseau comme ça pour vraiment partir des besoins. J'avais échangé aussi avec le professeur Létriard, qui est Laurent, qui est un professeur en médecine générale. Et c'est exactement ce qu'il me disait. En fait, nous, on a besoin juste d'aide à un moment quand on a le patient, par exemple d'accès à la téléexpertise. On parlait aussi des périodes de transition, quand il y a les transferts de patients, que le patient, par exemple, a été suivi avec un spécialiste en pédiatrie tout le temps à l'hôpital et que il grandit. Et effectivement, là, il y a aussi des liens et vraiment une grande communication à faire aussi avec le médecin généraliste. Et juste de savoir que le médecin généraliste peut être aidé et avoir accès un peu à cette ressource de spécialiste quand il a besoin, c'est, je pense, un maillon essentiel. Et du coup, l'enjeu de la filière, c'est effectivement de travailler avec les outils régionaux, donc CISRA, l'hôpital, il faut pas. Et toutes les régions ne sont pas dotées de ça, donc voir comment on fait dans les autres régions. Et effectivement, c'est un enjeu important. Et je complète simplement par une très courte, par quelque chose de très court, c'est que il y a des vertus à filiariser en fait les maladies. Donc, il y a 23 filières de maladies rares. Mais les maladies rares, c'est une catégorie politique. C'est pas une catégorie nosologique. Il n'y a rien qui rassemble, si ce n'est la catégorie maladie rare, une maladie avec des troubles du neurodéveloppement, d'une maladie ophtalmo, d'une maladie cardio. Et en fait, cette catégorie politique, elle a un intérêt, c'est qu'elle a permis de donner de la visibilité à cette kyrielle de maladies qui autrement n'en avait pas et de donner un poids politique qui a permis des financements successifs. Et le problème, c'est qu'en fait, on utilise une catégorie politique et on la transforme en catégorie nosologique, c'est-à-dire en catégorie médicale qui n'existe pas. Il n'y a pas de catégorie maladie rare. Et en fait, le seul lien peut-être nosologique, c'est le caractère atypique des symptômes. Peut-être pour imaginer un petit peu la difficulté que cette filiarisation peut induire quand on est professionnel en ville, c'est typiquement on regarde le nombre, l'offre de téléexpertise proposée par des établissements de santé, et notamment quand ils sont en taille de CHU, etc. On se retrouve avec 20, 30, 40 équipes. Et en fait, on a l'impression qu'en face de cette offre de téléexpertise, voilà, faut être alors neurologie. Ah non, j'en ai déjà 5 différentes. Donc en fait, il faut que je sache à qui je vais demander pour pouvoir demander. Et ça, je pense que c'est vraiment, pour en avoir déjà discuté aussi avec Bertrand, c'est aussi un enjeu de pouvoir travailler autour de la filiarisation de la spécialisation en interne au CHU ou dans les établissements de santé, elle est absolument nécessaire parce qu'elle fait référence, elle va aller toucher les gens qui sont experts sur le sujet, c'est important. Mais en fait, la porte, il ne faut pas avoir 10 portes différentes, il faut avoir des portes simplifiées. Et après, c'est le premier niveau de compréhension au niveau hospitalier qui doit redispatcher. Parce qu'en fait, quand on ne sait pas ce que l'on va chercher, on ne peut pas nous demander avant, il faut que tu saches ce que tu vas poser, à qui tu vas poser la question pour pouvoir la poser. Parce que quand on a une question, il faut pouvoir la poser. Et l'autre exemple où je pense que la question de la filiarisation, elle peut porter aussi un petit peu, mettre en difficulté sur des appels à projets ou autres, c'est que typiquement sur comment on peut financer de la coordination renforcée au niveau des soins primaires et des soins ambulatoires. Il y a eu pas mal d'articles, ce qu'on appelle les articles 51, qui sont du coup un appel à projet global au niveau de la caisse d'assurance maladie, qui était du coup de dire on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas finançables par des financements classiques, proposez-nous des choses pour pouvoir financer quelque chose qui n'est pas financé actuellement. Et en fait, il y a eu beaucoup de réponses sur un format qui tend vers ce qu'on appelle maintenant un parcours de soins coordonnés renforcés, mais du coup qui sont plutôt liés à des filières, à l'oncologie, à de l'insuffisance cardiaque, à du diabète. Peut-être l'un des enjeux, c'est de se dire, les tableaux atypiques, ils ont quelque chose quand même de commun, où il y a un besoin de coordination renforcée, et on rentre pas par l'angle pathologie, mais on rentre par l'angle les besoins, parce que finalement, ça permettrait de répondre. C'est compliqué parce que quand on répond à un appel à projet, on est d'abord quelle pathologie? Ah mince, je peux pas cocher cette première case. Donc du coup, il va falloir que j'explique pourquoi je coche pas cette première case. Mais c'est vraiment important. Et toutes les innovations dans le lien ville-hôpital, que ce soit si les démarches de responsabilité populationnelle, les démarches de parcours coordonné renforcé, etc., sont plutôt liées à de la pathologie fréquente parce qu'on peut la situer, mais aussi à nous d'être inventifs sur la question de la globalité et de ce qui rejoint
la globalité, pour que ça puisse être utile à l'ensemble des personnes concernées par cette rareté. Si je peux avoir juste une remarque concernant en fait le chef d'orchestre, tout de même en 20 ans, l'organisation des maladies rares a quand même beaucoup évolué en France. On est un modèle à l'échelle européenne et vraiment pour moi ce chef d'orchestre, c'est le centre de référence des maladies rares et les centres de compétences. Un bon chef d'orchestre, c'est un médecin pluridisciplinaire au sein d'un centre de référence et on a des pathologies qui ne sont pas ultra rares avec 3 patients en fait dans le monde, mais on en a certaines en fait où on peut avoir 200 patients en fait en France et donc on est vraiment exactement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire qu'on a des pathologies qui ont des manifestations multi-organes. Moi, je suis néphropédiatre, mais je prends en charge des enfants. Et après, en fait, mes collègues adultes qui vont avoir des manifestations à la fois neurologiques, endocrino, pneumologiques. Et en fait, on va coordonner complètement le parcours de soins. Et c'est vraiment l'intérêt du centre de référence qui a des moyens, qui va pouvoir engager des gens. Il va y avoir des assistantes sociales, des psychologues, des APA pour faire le point. Et là-dessus, ce qui est souvent, en fait, nous, ce qu'on nous dit, c'est que les patients sortent de ce champ-là parce qu'ils sont suivis en ville avec des spécialistes et qui ont fait le diagnostic, qui les prennent bien en charge, mais qui n'ont pas forcément les moyens de centre de référence. Et donc, tout l'intérêt, c'est de faire rentrer ces patients qui ont un parcours en ville, mais de les faire rentrer dans les centres de référence, pas pour piquer les patients, pas pour... On fait du lien et on les renvoie à leur médecin référent, qui est leur médecin tiré de cœur et qui va les prendre en charge vraiment au quotidien, mais pour bénéficier de toute la structure des centres de référence. Donc c'est aussi en fait dans les deux sens que ça doit se jouer et vraiment pour moi le chef d'orchestre c'est le centre de référence. Ça reste vraiment important. Sinon c'est que le centre de référence n'a pas communiqué suffisamment et n'a pas suffisamment fait de lien avec ses référents de vie. Ensuite, juste un mot, quand on mène les enquêtes auprès des médecins généralistes, puisqu'en fait, on a des entretiens réguliers avec eux. Vous êtes le docteur Aurélia Bercollet, c'est ça? On travaille ensemble. Je ne vous ai jamais vu, mais on travaille ensemble. C'est que parfois, l'hôpital est quelque peu opaque pour la médecine de soins primaires et qu'ils ne savent pas nécessairement quel est l'interlocuteur. Mais je suis d'accord avec vous, une fois diagnostiqué, c'est le centre de référence. Ensuite, pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense qu'on est vraiment sur ce qu'on appelle une rupture épistémologique, c'est-à-dire que décider de prendre le point de vue, de décaler en fait son regard et de venir embrasser le regard des médecins généralistes et de se dire que nous ne filiarisons plus par organe, mais par ce qui fait sens en médecine générale, c'est-à-dire par symptômes, par groupe de symptômes, c'est à mon sens une piste vraiment forte pour faire en sorte que ces patients qui errent en fait de médecin en médecin réussissent à être dirigés vers la bonne filière. Et comme vous le dites, pouvoir faire cette rupture épistémologique et se dire on ne fait plus de filière par organe, mais on se dit il y a des tableaux atypiques pour lesquels il faut une expertise particulière, ben, ça vient s'articuler avec le besoin d'une porte. C'est-à-dire une porte unique, même si c'est une porte virtuelle, mais une porte virtuelle et unique à laquelle on dépose tous les dossiers qui demandent une expertise multiple. Et à partir de là, comme vous allez à une porte quand vous avez une colique néphrétique, vous avez un tableau de colique néphrétique, on va ensuite diriger vers la bonne filière. Mais que incombe la responsabilité du choix de la filière au médecin généraliste qui lui-même ne pense pas déjà nécessairement à la catégorie maladie rare, c'est à mon sens un des phénomènes qui nourrit, qui contribue à ce fossé qui existe entre une structure et un réseau absolument exemplaire, comme tout le monde l'a dit aujourd'hui, au niveau hospitalier, des filières, etc. Mais malgré tout, ce fossé qui persiste et qui fait le lit en fait de l'errance diagnostique. Donc rupture épistémologique, ça c'est une certitude, et puis vraiment être capable de déplacer le regard du côté de la médecine générale et travailler avec eux pour trouver la solution pour une porte efficace. Oui. Question et remarque et un peu complément d'information. Alors je rejoins pas tout à fait pour défendre un peu les centres de référence maladies rares, parce que moi, en tant que spécialiste en génétique et sur-spécialiste pour quelques groupes de maladies rares en plus, alors les filières en plus, elles sont organisées en 3 filières par groupe de maladies, et parfois ça peut paraître un peu étonnant parce que, par exemple, la sclérose latérale amyotrophique, elle n'est pas dans les maladies neuromusculaires, elle est à part, on ne comprend pas trop pourquoi. Anomalie de développement,
ça regroupe les pathologies osseuses, mais il y a déjà des anomalies osseuses constitutionnelles qui est une autre filière avec Oscar, par exemple. Donc en fait, il y a plein de chevauchements. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste et inquiet sur le fait qu'on trouve, si on trouve la voie jusqu'au CHU, jusqu'aux experts, qu'on arrive à justement frapper à une porte, même si c'est pas la bonne. Nous, on a des micro-réseaux entre nous. Si c'est un enjeu d'EM, ben moi je toquais à la porte de Laurence et puis la boucle est bouclée. Donc moi ça m'inquiète pas trop. Et justement je voulais rebondir, je trouve que la téléexpertise, nous on l'a fait en génétique et on est très sollicité. Alors on n'a pas 40 demandes par jour, mais essentiellement par des généralistes, quelques pédiatres, mais quand même ça marche très très bien. Et les généralistes, ils arrivent à frapper à la porte s'ils pensent que c'est génétique. C'est déjà rare. Alors, est-ce que c'est maladie rare ou pas? Finalement, ils se posent peu la question parce que ce qui compte, est-ce que c'est génétique ou pas? En tout cas, pour nos demandes. Donc, c'est vrai que la majorité du temps, c'est plutôt génétique et plutôt rare, pardon. Et donc ça marche plutôt bien. Donc, moi, je suis pas très inquiet. Et d'ailleurs, moi, j'avais fait ma thèse de médecine il y a, alors pas encore 20 ans, mais un peu plus de 15 ans maintenant, sur justement la connaissance des médecins généralistes de la région Rhône-Alpes à l'époque, parce qu'on n'était pas à Auvergne-Rhône-Alpes, avec un taux de réponse autour de 47%, donc ce qui était pas mal. Et effectivement, les généralistes, en 60% ou même plus %, ils avaient dans leur patientèle des patients avec des maladies rares. Donc ils étaient déjà informés, même il y a presque en 2008, pour pas dire l'année, ils étaient quand même déjà informés. Hein, donc et je pense qu'avec le temps, ça s'est quand même un peu plus démocratisé. Et encore une fois, pour un peu défendre les centres de référence, c'est vrai que dans les 5 missions, dont la coordination, je suis d'accord, il y a aussi l'expertise. Et l'expertise, nous, on fait l'effort pour les généralistes, faire les PNDS, les abstracts, etc. Donc, en fait, il y a quand même un effort qui est fait, qui est réel. Que ce soit pas parfait, j'entends bien. C'est vrai que je trouve que là, on n'a pas encore, ça c'est un chapitre entier à traiter, hein, de la transition, parce que nous, on va beaucoup d'enfants en consultation. Il y a des réseaux qui existent entre les MPR, les neuropédiatres, les néphropédiatres, etc. Et c'est vrai que là, on perd le fil, c'est un passage à l'adulte. Hein, et quand on est sur des patients plutôt complexes, qui ne nécessitent pas une hospitalisation à domicile, qui ne sont pas aussi graves, par exemple, bah là, on perd vite le fil. Hein, on sait que nous, on a des maladies rares, anomalies tissus conjonctifs qui sont le sticlaire, par exemple, et qui ont des atteintes oculaires, auditives et ostéo-articulaires. Alors, ceux-là, nous, on ne les voit même pas en consultation. Donc, effectivement, il y a des patients qui échappent totalement, ou des groupes de maladies qui échappent totalement au réseau, et je ne sais pas où ils vont, alors pas chez nous, peut-être pas au CHU, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout relevés. Voilà, petite remarque. Merci. Tu voulais poser une question qui me semble essentielle. Pour revenir peut-être plus sur Mme Bakri et M. Stivage, sur le démarrage, on est plus sur le diagnostic et l'errance diagnostique. Comment impliquer, faire que les médecins généralistes, la ville, soit un point de démarrage pour aller vers l'hôpital, les centres experts? Alors, il y a la téléexpertise. Je me posais la question, le nombre de demandes de téléexpertise augmente. Est-ce qu'en regard, le nombre de nouveaux médecins connectés augmente? Est-ce que c'est les mêmes médecins qui augmentent leur activité de téléexpertise, même médecins de ville qui augmentent leur activité de téléexpertise, ou est-ce qu'on a, alors c'est peut-être les deux, et plus de nouveaux médecins qui donc se mettent à faire des téléexpertises? Et avec Ségolène, on se pose la question, on se triture un peu le cerveau pour savoir comment arriver à contacter la ville sur des choses très simples, ne serait-ce que diffuser l'annuaire des centres maladies rares de toute la région Aura pour gagner en visibilité, savoir qu'ils sachent qu'il y a ces centres, qu'ils puissent référer les patients. Quelle est votre vision, sensation? Simplement pour dire que oui, effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus de services qui donnent de l'expertise qui apparaissent sur nos annuaires. Je n'ai pas fait d'analyse approfondie sur le nombre de requérants. Ce que je vois sur les territoires, c'est que aujourd'hui,
c'est plus l'inconnu quand on va sur des assemblées. C'est quelque chose qui est connu. Donc déjà là-dessus, c'est rassurant. Après, s'il y a besoin d'une analyse statistique plus importante, je pense qu'on aura à peu près les mêmes résultats. La question que vous posez, c'est surtout la valorisation de cette téléexpertise. Très souvent, le médecin généraliste a un besoin précis, et c'est pour ça qu'il va sur l'outil pour faire une recherche. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il sait ce qu'il recherche. Donc, effectivement, il y a une contrepartie pour des approches qui sont plus difficiles, où le besoin, le discernement du besoin est plus compliqué de la part du médecin généraliste. Il y a un besoin, sans doute, de communiquer le fait que ces centres existent, en tout cas que les recours sur Mansisra existent. Là-dessus, nous, c'est une question qui nous est posée, on n'a pas forcément de formule magique. Très souvent, par les équipes d'animation territoriale qui existent sur les territoires, on s'appuie sur des filières qui existent, on parle de filières, deux CPTS aussi, qui sont très souvent sollicités pour ce type d'éléments. Donc on n'a pas forcément de formule magique. En tout cas, venez nous en parler. On a réfléchi ensemble des canaux qui peuvent aller. Des fois, c'est de l'opportunisme parce qu'il y a cet événement. Des fois, ça peut être une action plus généralisée avec nos partenaires. Je le redis, on est facilitateur surtout. C'est-à-dire qu'on est à la croisée de beaucoup d'acteurs et je pense qu'on peut s'appuyer aussi sur notre réseau pour essayer d'aller mobiliser telle ou telle personne pour sensibiliser tel ou tel sujet. Santé pour les soignants, parce qu'on parle très beaucoup de médecins généralistes, mais pas que. Il y a aussi tous les psychomotriciens, les orthophonistes, les établissements médico-sociaux aussi qu'il faut mettre en lien. Et c'est vrai qu'en fait, l'objectif des CPTS, c'est vraiment d'être un peu d'informer et d'être un peu une boîte aux lettres aussi pour communiquer auprès de leurs professionnels de santé, parce qu'ils ont les adresses mail de tous les pros de santé. Nous, on avait organisé notre communication toutes les 2-3 semaines, on faisait une sorte de newsletter de tout ce qu'on nous envoyait comme info. Et après, on essayait de faire des focus webinaires, auprès de nos pros de santé. Donc, ça fait partie du rôle de CPTS. Et l'objectif, après, c'est là où, quand on est filière et qu'on doit être national, on se dit, mais en fait, comment on contacte toutes ces CPTS? Alors, il y a l'interfilière. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Les CPTS sont en train de se construire au niveau des régions. Donc ça va être aussi, elles sont en construction en Occitanie, c'est fait. Il y a un accès, un guichet unique des CPTS, où c'est beaucoup plus simple. Donc là, en région Rhône-Alpes, ils essayent de construire ça. Donc petit à petit, je pense qu'on y verra peut-être plus clair aussi dans tout ce maillage. Et ce sera peut-être plus simple pour transmettre les infos, on espère. Alors, je vais nuancer, je vais peut-être compléter mon propos, parce que parfois je parle avec un peu d'enthousiasme, donc ça peut paraître... En fait, nous, on travaille avec les filières dans la conception de cet outil, ce consortium. On s'appuie sur les filières pour le travail qu'on a effectué. Et les filières, en fait, elles sont des acteurs absolument indispensables. La question, c'est pas du tout remis en cause. Et ce que nous, on pense être, ce qu'on a compris, en fait, de nos enquêtes auprès des médecins généralistes, c'est que le problème, il se situe un pas avant la ressource. C'est-à-dire que quand un médecin généraliste pense qu'il s'agit d'une maladie rare, il va forcément trouver un interlocuteur à qui il va adresser le patient. Et je vous rejoins tout à fait. Même quand le principe, c'est d'arriver à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, en fait, ce patient, il est toujours routé. Ensuite, je pense qu'il y a une vertu à structurer, en fait, ce routage pour éviter une surcharge de travail de la part des praticiens et des filières. Mais la difficulté que l'on retrouve, ce n'est pas tant la mise à disposition des ressources, parce que finalement, ces médecins généralistes, quand ils y pensent, ils trouvent, en fait, l'information. Le problème, c'est le titre. En fait, il y a quelque chose dans ces tableaux cliniques atypiques qui a à voir avec l'incertitude. Cette incertitude, même si c'est le quotidien des médecins généralistes, elle peut être vécue de façon très inconfortable. Il y a une catégorie de patients qui se voient soit nier le passage de la plainte vers le symptôme. On dit c'est une plainte, mais ce n'est pas un symptôme. On considère que ce n'est pas une maladie. Il y a des femmes, par exemple, qui témoignent d'angioëdème je suis en train de les inverser. Bref, voilà, tout à fait. Dont on leur a dit qu'on a envoyé chez psychanalyste, chez psychologue, chez psychiatre, en leur disant c'est dans votre tête, madame, pour que finalement le hasard d'un parcours la fasse rencontrer en fait un médecin interniste qui dise ah ben non, c'est très simple, c'est cette pathologie-là en fait. Et je la reprononce pas.
Et donc, ce qui manque, c'est le tilt. C'est ce moment, c'est d'une part être capable de faire face à cette incertitude et de l'accepter en se disant, pour le moment, je n'ai pas la réponse, mais pour autant, ce n'est pas fonctionnel. Pour autant, ce n'est pas dans la tête du patient, parce que c'est une catégorie qui est proposée aux patients. On leur dit, mais non, c'est fonctionnel, mais non, c'est dans votre tête, madame, en général, d'ailleurs. Voilà. Et donc, ce qui nous manque, en fait, c'est le tilt, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir une sorte d'analyse automatisée des parcours qui va créer une petite alerte en disant « Ah, méfiez-vous, tel patient, peut-être, ça pourrait être, en fait, ce patient pourrait bénéficier d'un adressage vers telle ou telle filière. » Et ce n'est pas tant un problème d'accès aux informations que simplement d'être capable d'avoir la possibilité d'y penser, d'avoir ce tilt-là. Oui, alors je vais prendre une dernière question quand même juste avant parce qu'on pourra en parler des heures, hein, je pense, et on va devoir conclure quoi qu'il advienne. Donc je vais juste laisser parler ici. Oui, moi j'avais une petite question. J'ai un diabète de type 1 qui a entraîné une anémie de Birmer. Mon endocrinologue m'a prescrit une gastroscopie de contrôle pour vérifier si elle évoluait pas. Et à l'hôpital, lorsque j'ai fait la demande de rendez-vous, on m'a répondu que c'était pas une urgence et que la demande devait être effectuée par le médecin de ville, justement. Alors que c'est l'endocrinologue qui s'occupe de la maladie. Je voudrais bien savoir pourquoi. Merci. Peut-être sans répondre directement à votre cas particulier, mais je trouve que ça rejoint l'image que vous décriviez, c'est-à-dire que vous êtes finalement l'approche par organe qui est nécessaire pour la technicité de certaines choses va engendrer des injonctions paradoxales auprès de la personne concernée. Et c'est là où la notion de chef d'orchestre et du coup d'orientation vers le bon interlocuteur est, je pense, primordiale, quel qu'il soit filière quand elle est identifiée, quand elle peut être porteuse, parce que c'est là où est la compétence et c'est mieux, qu'elle puisse être sinon quelque chose d'un petit peu moins bien défini, mais qui est nécessaire. Je vous rejoins complètement. Et peut-être juste très rapidement pour aller sur de l'innovation, parce que c'était ce qu'on nous posait comme question. Ça va être votre mot de conclusion, voilà. Et on laissera ce mot de conclusion à tous. Par rapport au tilt, il y a des éléments, des recherches qui sont très intéressantes. Alors là, c'est plutôt des Nord-Américains et notamment à Québec qui travaillent sur les notions de système de santé apprenant et de trajectoire de santé. Je pense que tu en avais entendu parler, avec en plus une ambition de pouvoir collaborer avec l'environnement lyonnais dans quelques temps. Donc je pense, et en fait c'est aussi mobiliser à partir de à la fois des éléments de données de santé de différentes sources. Ils ont une diversité de sources de données de santé qui est encore pire que chez nous, donc du coup on peut se dire que ça peut le faire chez nous, de l'analyse de données, aussi du savoir expérientiel et beaucoup d'appui sur la pérédance, etc. Et en fait de pouvoir travailler autour d'une notion de trajectoire de santé et d'apprentissage autour de ces trajectoires de santé et non plus autour de filières. Et je pense que ça pourrait être des choses qui peuvent être intéressantes pour la suite. Ben, c'est un beau mot de la fin pour vous et on va en laisser un à chacun parce qu'on a bien vu toutes les difficultés. On se dit que la porte d'entrée est pas simple, qu'une fois qu'on a une filière, il y a certainement un réseau, qu'une fois qu'on est dans un centre de référence, il y a des compétences qui sont là et des expertises qui existent et c'est indéniable. Mais justement, donc vous nous avez donné une piste d'amélioration et celle-là, elle est juste parfaite. Et puis, on en a d'autres peut-être à mener et peut-être conseiller aussi les plateformes d'expertise maladies rares qui vont aussi, qui sont pleinement dans ces parcours complexes, pleinement dans ces notions de trajectoire à essayer de développer aussi un peu plus facilement et peut-être plus des trajectoires globales justement. C'est peut-être plus notre rôle sur un territoire donné et des choses comme ça. Donc voilà, donc ça, en lien bien sûr avec tous les acteurs. Voilà, ben, votre petit mot de la fin peut-être sur des conseils. Et les En un mot, une bonne innovation, elle est basée sur les usages. Elle correspond aux usages. Parfait, merci.
Oh, vous avez le droit à un tout petit peu plus qu'un mot. Ça marche. Bon, enfin, moi, je retiens plein de choses de ce tour de table, notamment des petites pistes justement sur nos accompagnements auprès des différentes structures, que ce soit en ville, à l'hôpital. Bon, je vous copie, hein, désolé. Continuez à nous inviter sur ce type de débat, parce que pour nous, c'est vraiment des ressources essentielles pour pouvoir accompagner au mieux, parce que on a besoin de ce contact métier et qu'on ne reste pas seul dans notre technologie. Bon, c'est essentiel. Oui, c'est bien entendu. Moi, je vais m'éloigner un petit peu de l'innovation. Je vais reprendre les termes de Madame sur l'écoute de la parole de nos patients. Il y a des moments où on a la tête dans le guidon et on s'en rend plus compte, mais on se parle entre médecins, entre spécialistes, entre professionnels, et au milieu, on a juste le patient qui nous fait écoute en disant « et moi », et c'est tellement fréquent que juste écouter la parole du patient, on commence par ça, et après. Je vais garder un peu cette histoire de porte. On discutait avec Denormand tout à l'heure, hein, où en général, il faut qu'on aille toquer aux portes. Mais pour ça, il faut s'être relevé et il ne faut plus avoir ce genou à terre. Et je pense que dès l'apparition des signes ou l'annonce du diagnostic, il faudrait que des portes s'ouvrent. Parce que c'est là que c'est le plus compliqué, c'est le plus éprouvant et l'intervention précoce est très importante. Un énorme merci à tous. Ouais, merci. Je pense